Ça y est, il est déjà 8h30, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h. Et d'ici là, nous sommes toujours lundi. Nous allons parler notamment dans le journal, dans un instant, du 7e tour de la Coupe de France qui a eu lieu ce week-end. Alors, pas vraiment de surprise au niveau des résultats. Luçon et La Roche-Sceaux se sont inclinés lors de ce 7e tour alors qu'ils rencontraient des équipes bien plus fortes au classement. Mais il y a aussi eu des vainqueurs et c'est ce que vous verrez dans le journal. Avec le plus de l'info dans quelques instants, nous allons reparler de e-sport. C'est un véritable secteur sportif, mais aussi économique, vous allez voir, générateur d'emplois dans le département. Et puis la chronique du projet, puisque nous sommes lundi, va nous emmener à la rencontre de Marion. Elle est du côté des herbiers et elle va nous parler de son envie de créer sa roulotte herbreutaise. Mais avant tout ça, quelques infos pratiques pour commencer la semaine. Vous avez sans doute ouvert les volets à cette heure-ci. Le soleil a dû commencer à montrer le bout de son nez. Et c'est une très belle météo, vous voyez, qui s'annonce pour les prochains jours. Des belles journées qui sont prévues jusqu'à la fin de la semaine. Le pendant, c'est que les températures vont repartir un petit peu à la baisse en attendant ce matin. Vous le voyez, du soleil sur l'ensemble du territoire et le jaune sera aussi de mise pour tout le monde cet après-midi. Un soleil omniprésent sur toute la Vendée. On passe au marais avec la mer qui est en train de remonter maintenant puisque la prochaine marée haute est en début d'après-midi. Vous le voyez, les coefficients également sont encore un petit peu faibles, donc évitez d'aller traverser le Gois ou en tout cas essayez de se rapprocher au maximum de l'heure de la basse mer, ce qui donne une traversée nocturne en l'occurrence pour aujourd'hui et ce qui n'est pas forcément des plus simples. On passe au rendez-vous marché du lundi, marché alimentaire. Alors vous allez pouvoir trouver votre bonheur comme tous les lundis, plutôt sur la côte en ce début de semaine, au marché Arago, au Sable d'Olonne par exemple, un marché qui est ouvert aujourd'hui comme tout le reste de la semaine d'ailleurs, de 8h à 13h si vous connaissez des marchés du lundi. Parce que vous voyez que notre carte elle est un petit peu vide quand même en début de semaine. N'hésitez pas à nous faire signe, envoyez un mail à accueil@tvvendée.fr pour qu'on puisse rajouter le petit picto sur la carte. Voilà pour les informations pratiques de ce lundi matin. On souhaite pour la dernière fois de la matinée une bonne fête au Albert et on passe au journal. Et nous allons commencer du côté de Luçon, où l'association de défense des services publics a organisé samedi matin un rassemblement plutôt original, un tribunal citoyen en plein centre-ville pour mettre en cause l'État, le ministère de la Santé et l'ARS. On n'y parle pas de Covid-19, mais plutôt d'accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire. La DSP se mobilise notamment depuis plusieurs mois pour que les urgences et le SMUR de Luçon fonctionnent de manière pérenne et avec suffisamment de personnel. On remet en scène un tribunal, donc avec un président, une accusation, les défenseurs et la partie civile, et en bout de course un rendu de jugement avec une condamnation sur les responsables précités. Et on fait appel à des témoignages donc de gens qui ont vraiment vécu des situations dramatiques. On a trouvé que c'était bien de mettre un petit peu en scène les choses. Ça sortait de l'ordinaire, ça impliquait les gens et donc ça nous semblait être quelque chose de mobilisateur dans ce combat. Leur succès n'est plus vraiment à prouver. En France, les contrats en alternance sont 4 fois plus nombreux entre janvier et avril 2021 qu'en 2019. Un phénomène que l'on connaît aussi en Vendée. Depuis quelques années, l'ESA, l'École supérieure d'alternance, connaît une forte augmentation de ses inscriptions. Alors, comment expliquer ce succès pour l'apprentissage ? Eh bien, voici quelques éléments de réponse avec Albin Mouton. Ils sont environ 450 dans cette salle. Certains sont déjà diplômés, d'autres continuent leur cursus à l'ESA, l'École supérieure de l'alternance. Des étudiants de plus en plus nombreux chaque année à choisir cette voie.
La crise Covid a vraiment boosté l'apprentissage pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a des aides à l'apprentissage pour les entreprises et ça a permis d'enlever un petit peu le frein financier qu'on pouvait avoir derrière. Donc nous, on connaît une forte croissance. On était 45 il y a 7 ans et on est 370 à cette rentrée. Une tendance qui peut s'expliquer de plusieurs manières. Pour les entreprises, des difficultés de recrutement ou une hausse de l'activité peuvent être temporairement comblées par une alternance. Pour les étudiants, l'alternance permet d'entrer directement dans la vie active. On est clairement dans la vie active et en même temps on passe des diplômes. Donc ça c'est super intéressant parce que voilà, on est payé, on rentre dans la vie active, on est considéré comme des adultes. Et le fait aussi d'avoir un rythme comme ça, donc comme à l'ESA d'avoir un jour par semaine, ça coupe un petit peu la semaine. Ce qui fait qu'on a 4 jours à l'entreprise et une journée à l'école. Donc c'est super intéressant d'avoir un rythme comme ça, notamment dans les milieux du commerce, où on peut suivre nos clients. Plus de pratique, moins de théorie, c'est justement cette expérience professionnelle sur le terrain qui est recherchée dans la majorité des cas. Le relationnel client, le face-à-face, ça tu ne pourras pas l'apprendre à l'école, mais tu pourras l'apprendre en milieu professionnel. Et aussi tout ce qui est gestion de conflits, tu le verras que en vrai en entreprise et non pas à l'école. Et le cursus semble faire ses preuves pour les étudiants diplômés. C'est un tremplin. Quand on ressort de la formation en alternance, nous on a une statistique qui est importante, c'est 91% des diplômés à 6 mois sont soit en poursuite d'études, soit en situation d'emploi. Donc ça voilà, c'est le vrai tremplin vers l'emploi. En 2020, selon le ministère du Travail, plus de 500 000 contrats d'apprentissage ont été signés. Et justement, alors puisqu'on parle éducation, dans le bassin Herbretet, le lycée Jean 23 ainsi que les collèges Jean Yol et Saint-Nicolas ont décidé de s'unir pour organiser un grand forum des métiers et des formations destiné à leurs élèves. Un rendez-vous qui est prévu en fin de semaine alors que Parcoursup, la fameuse plateforme pour les vœux post-bac, ouvre dans un mois. Nous essayons d'accompagner au mieux chacun de nos jeunes dans son propre parcours d'orientation, donc là où il en est, en faisant venir à la fois des institutionnels, des professionnels et aussi des anciens élèves qui viennent parler de leur formation. On met en place 3 tables rondes en fait, pour aider les jeunes notamment sur des métiers qui sont en tension. Donc on aura des tables rondes autour de la santé, une table ronde aussi évidemment autour de l'environnement et puis une autour de l'industrie qui correspond bien au secteur en tension actuellement. En bref, en présent, un incendie s'est déclaré hier en début d'après-midi dans les locaux de l'entreprise Pifto à Essart-en-Bocage. De la sueur se serait enflammée sur un tapis de convoyage de cette entreprise vendéenne plutôt emblématique de la filière bois. 14 camions de pompiers ont été mobilisés. Il n'y a aucun blessé ni aucune prévision de chômage technique. Avant d'ouvrir une large page sport, quelle place pour la peinture à l'ère du numérique ? Eh bien, la réponse, vous l'aurez peut-être au Sables d'Olonne. Le musée d'art moderne et contemporain vient de lancer l'exposition Peinture, obsolescence déprogrammée, à découvrir des œuvres qui mélangent techniques traditionnelles et nouvelles technologies. Grégoire de Châtillon. La peinture est loin de disparaître et pourtant, elle ne s'est jamais autant hybridée. À l'ère du numérique, l'image est transformée. Peinture, obsolescence déprogrammée, une exposition à la fois autour de l'actualité et l'avenir de la peinture, mais aussi une exposition qui interroge les pratiques picturales d'aujourd'hui. C'est un projet très ambitieux pour le Musée des Sables qu'on est ravis d'accueillir parce qu'en fait c'est le premier d'une longue série d'expositions qui va questionner ce sujet de la peinture et du numérique. C'est vrai qu'on a des œuvres qui viennent d'Allemagne, de Belgique, d'Angleterre, des artistes de toutes nationalités confondues et puis aussi des techniques. Voilà. Bien sûr la peinture se taille la place de choix, mais on a voulu la confronter à d'autres médiums pour voir aussi leur interaction. On a par exemple Roy Colmer qui interroge la mire de la télévision. On a Danès qui est juste à côté de moi qui interroge le phénomène de pixelisation du paysage qu'on peut rapprocher d'un certain impressionniste, mais aussi du pixel de l'image. Entre cette œuvre numérique qui fusionne avec la peinture à l'huile, signée Amélie Bertrand, ou bien ce tableau vidéo d'Antoine Schmitt, l'image exposée dans les musées évolue, tout comme la photographie qui s'était confrontée à la peinture au XXe siècle. Ici, le visiteur en aura plein les yeux. On veut attiser sa curiosité et je pense qu'il peut se laisser porter et qu'il sera fortement happé par ce qu'il verra. Je pense que c'est une exposition qui parle d'elle-même, qui vient vraiment de traiter les différentes facettes, ces différentes manières que la peinture a de se saisir du numérique qui sont flagrantes. Peinture, obsolescence déprogrammée, une exposition à découvrir au musée de l'Abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne jusqu'au 16 janvier prochain.
Du football à présent, avec 2 rencontres qui étaient plutôt attendues ce week-end et pour lesquelles on ne pouvait pas s'empêcher d'espérer un petit miracle. Eh bien non, La Roche-et-Sceaux tout d'abord sort de la Coupe de France au 7e tour. Les Lyonnais rencontraient Le Mans ce week-end. 3 divisions séparaient les 2 équipes et c'est bien ce qui a fait la différence devant les 1200 spectateurs au stade de Saint-André-d'Ornay à La Roche-sur-Yon. Résultat 4-1 en faveur des Sartois. On aurait aimé forcément les faire douter un peu plus, rentrer à 1-0. C'était différent, rentrer à 1-0 à la pause. Le deuxième but nous fait mal, je pense, dans les têtes. Malgré tout, sur la deuxième période, nul doute que cette équipe mancelle nous aurait malmenés aussi et puis aurait su faire la différence. Ils ont su mettre l'intensité, l'engagement et la cohérence nécessaires pour nous mettre en difficulté sur toute la période. Donc oui, il y a un but providentiel qui donne le sourire et qui offre les applaudissements parce que pour nous, c'était bien de mettre ce but-là. Mais il est insuffisant quand on a juste envie de poursuivre un peu le rêve. Et puis là, ce n'est pas 3 mais 4 divisions qui séparaient Luçon du Stade Lavallois. Des Luçonnais qui n'ont cependant pas à rougir de leurs prestations. La hiérarchie a été respectée, comme disent les plus fair-play. 2-0 pour Laval face à Luçon, qui sort aussi à l'occasion de ce 7e tour de la Coupe de France. Un peu frustré parce qu'on a senti qu'en première mi-temps, il y avait quelques coups à jouer qu'on a très mal négociés sur les situations de transition où voilà, on aurait dû faire mieux et en deuxième mi-temps après c'était un peu plus compliqué, ils ont un peu plus géré le match donc après on a eu du mal à se projeter vers l'avant, puis l'intensité est complètement différente donc ils nous ont aussi fait mal que là-dessus. L'adversaire était forcément techniquement plus fort que nous, on a beaucoup couru mais après on a tenté de faire des choses donc c'est ce que je retiens aussi du match parce que les joueurs ne sont pas désorganisés, ils ont toujours cherché à produire quelque chose donc après c'est une satisfaction par rapport au parcours déjà parce que on ne va pas reprocher 7e tour de Coupe de France. On nous l'aurait dit en début de saison, on n'y aurait pas cru. Des images de mes confrères Thibaut Grasset et Cyril Guillet. À noter que 2 autres équipes vendéennes étaient engagées ce week-end en Coupe de France. Les voilà, les vainqueurs. Les Herbiers se sont qualifiés face à Saumur grâce au tir au but. Et La Roche VF, leader de National 3, a réussi également à se qualifier face à Châteaubriand. Châteaubriand qui, pour la petite histoire, avait réussi pourtant à se hisser jusqu'au 8e de finale lors de la dernière Coupe de France. Quelques images de football féminin également avec La Roche-et-Sceaux qui recevait Nantes ce week-end. 9e journée de D2 féminine des Lyonnaises qui, pour mémoire, venaient d'enchaîner 4 matchs sans défaite. Il n'y en aura malheureusement pas eu 5. Elles se sont inclinées 2-0 en faveur des Nantaises. On termine ce journal avec un agenda. Si vous aimez le vélo, eh bien ne manquez pas ce week-end au Vent d'Espace la finale de la Coupe de France de VTT Trial. On a plutôt l'habitude de parler de la discipline pour des démonstrations. Et bien là, ce sera vraiment de la compétition. 150 athlètes réunis sur un parcours d'obstacles à franchir dans un minimum de temps. Le samedi va être vraiment consacré à la partie élite sous forme donc de qualification et de finale puis forcément podium. On laissera place ensuite le samedi soir donc un show en son et lumière avec les meilleurs athlètes français, européens et même mondiaux. Donc ça va vraiment être un show très très spectaculaire. Le VTT Trial est plus souvent mis en avant lors de spectacles ou lors de manifestations plutôt qu'en tant que sport à proprement dit. Donc oui, c'est une discipline qui mériterait d'être mis en avant. Nous, au comité de Vendée, on a vraiment souhaité le mettre en avant puisqu'on a seulement 3 clubs aujourd'hui qui proposent cette discipline sur le département. Sur nos 38 clubs, on n'en a que 3. Donc le but étant de bien faire développer et progresser cette discipline. La finale de la Coupe de France VTT Trial, c'est donc samedi 20 et dimanche 21 au Vent d'Espace. Voilà pour les informations de ce lundi matin. Nous allons maintenant passer à une partie un petit peu plus mag dans ce journal. C'est le retour de la Minute Positive. On va parler basket de collection. Vous allez voir, à tout de suite. La vente de sneakers comprenée de baskets est en perpétuelle croissance. En 2018, elle représentait 47% du marché de la chaussure. Après, il y a les baskets classiques et il y a les baskets limitées. Là, on est plus dans une branche basket limitée avec d'autres budgets, des chaussures qu'on voit moins souvent dans la rue. Là, on est sur une Jordan 4, donc en collaboration avec Off-White. Première collaboration sur une Air Jordan 4. Et ça a clairement fonctionné parce qu'on est sur la paire à la boutique la plus chère.
Pour cette paire qui taille du 44,5, il faut compter plus de 1 700 €. Un marché de niche qu'affectionnent tout particulièrement les collectionneurs dont il fait partie. À une époque, il a accumulé jusqu'à 50 modèles dans ses armoires. Il y a tellement de paires en fait, qui sortent tout le temps qu'on a envie d'avoir la dernière à la mode. Et on accumule. Et on veut toujours la dernière, toujours la plus belle pour nous. Voilà. Sans fin. Aujourd'hui, il en a fait son métier et s'il s'est lancé il y a quelque temps déjà dans la vente de modèles de collection en ligne, depuis le mois de juillet, il a pignon sur rue. Toujours en alerte, il a mis en place des stratégies pour dénicher les perles rares. Moi, ça va faire une dizaine d'années que je suis dedans, donc j'ai quelques petites connaissances à droite à gauche qui peuvent de temps en temps m'avoir quelques paires, ou ensuite prendre ses amis avec nous et aller soit chercher les paires dans les magasins là, soit les inscrire sur les tirages au sort sur les sites internet. Si jamais on ne réussit pas à les avoir au moment de la sortie, on rachète à des particuliers qui, eux, ont eu cette chance de l'avoir tout simplement. Série limitée et collaboration avec d'autres marques sont des facteurs qui peuvent faire s'envoler les prix. Ça peut sembler assez facile d'acheter une paire et se dire tiens, on va attendre, elle va monter. Mais sauf que sur 1000 paires, il va y en avoir 100 qui vont monter, grand max, toutes les autres vont rester en magasin et il n'y aura aucune inflation du tout. Après, il faut juste choisir les bons modèles. Et des fois, moi, le premier, je fais des erreurs. J'ai déjà acheté des paires qui j'ai attendu 6 mois pour pas grand-chose au final. Ici, pour les modèles les moins chers, il faut compter tout de même une centaine d'euros. Les clients sont au rendez-vous et le projet d'ouvrir une seconde boutique est déjà dans les cartons. Il est 8h47 sur le plateau de la matinale. Vous êtes bien en direct encore avec nous pour une petite quinzaine de minutes. On va revenir sur l'actu maintenant avec un plus de l'info qui s'intéresse aujourd'hui au e-sport. Alors par e, vous comprenez numérique, un petit peu comme dans l'expo au Sable d'Olonne. Et par sport, eh bien, c'est sur écran avec du cyclisme ou encore du football, mais pas que. C'est un secteur très sérieux, vous allez voir, qui génère même de l'emploi en Vendée. Regardez. Donc Athletech, c'est une société qui travaille au milieu de l'e-sport. Donc c'est la pratique de manière compétitive des jeux vidéo. Alors sur la saison 2021-2022 d'Athletech, on est déjà engagé sur League of Legends, on est en 2e division française. On a terminé 5e dès notre première année. Clairement, l'objectif, il est de monter. Parce que voilà, c'est aussi la volonté d'Athletech de figurer parmi les meilleures structures de France puis d'Europe. Sur FIFA, on a la chance d'avoir aussi Vincent Hoffman, qui a été champion du monde en 2014 sur le jeu FIFA. On est également sur Zwift. La volonté, sous moins d'1 an, c'est d'atteindre la division professionnelle, qui rassemble tout simplement les 20 meilleures équipes au monde. On a envie d'être le plus représenté possible, mais systématiquement de faire les choses de la bonne manière, avec les bons acteurs. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'être performant aujourd'hui, d'être performant demain. Ça signifie également former les joueurs, les accompagner. L'encadrement est quelque chose qui est très très important pour nous. Athletech, c'est pas un effet boom sur 1 ou 2 ans, c'est un projet sur du long terme. Alors, le développement de l'e-sport, il est déjà impressionnant depuis une dizaine d'années. Moi-même, j'y étais déjà dans ce milieu il y a très longtemps et on en était encore loin de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc on a déjà vu une très grosse progression. Elle a été accélérée aussi avec le confinement, où le fait de ne pas pouvoir se déplacer, ne pas pouvoir forcément faire des fois vivre ses passions. Tout le monde s'est un peu tourné vers le côté digital. Je suis convaincu qu'il y a encore une grosse marge de progression. On voit que maintenant toutes les sociétés, et des sociétés qui sont plutôt non endémiques, qui n'ont aucun rapport avec les jeux vidéo, avec le milieu du numérique, sont de plus en plus intéressées justement par l'e-sport, parce que c'est aussi une manière de toucher une cible. Cette fameuse cible des 15-35 qui est en train de s'élargir de plus en plus et qui, au final, c'est une cible qui est difficile à aller chercher pour beaucoup de marques et de se dire, au final, pourquoi pas passer par l'e-sport pour s'adresser à ces personnes-là, pour faire passer des messages.
Derrière maintenant le milieu de l'e-sport, il y a aussi des community managers, des rédacteurs, des coachs, des préparateurs physiques. Il y a un nombre incalculable de corps de métier qui sont concernés par notre milieu. Et justement, comme je l'ai dit, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi. Donc il faut continuer à structurer tout ça. Et tout reste donc à faire dans ce secteur de l'e-sport. Pour réécouter ce plus de l'info sur le sujet, bien rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On passe à la chronique du lundi. Et la chronique du lundi, c'est le projet de la semaine. Un projet qui va nous emmener du côté des herbiers cette fois-ci avec la roulotte herbrettaise. C'est un projet d'épicerie ambulante qui a été initié par Marion. Marion qui a besoin de vous, de nous, notamment pour aménager son camion. Je ne vous en dis pas plus, elle va se charger de nous présenter son projet. Bonjour, moi c'est Marion Bellivette. Je suis originaire des Herbiers. Il y a 6 ans, j'ai eu l'idée de créer une épicerie ambulante. Aujourd'hui, maman de 4 enfants, je saute le pas afin de devenir indépendante professionnellement. Revenons-en à la roulotte herbrettaise. Vous allez pouvoir la retrouver sur la route du Bocage vendéen ainsi que sur certains marchés à partir de mars 2022. Qu'est-ce que vous allez y trouver ? Principalement des produits locaux, comme boucherie, charcuterie, traiteur, du pain, des fruits et légumes, des produits laitiers, des bocaux, des œufs et plein d'autres choses. Il y aura aussi quelques produits de première nécessité comme du papier toilette, de l'eau, des produits d'entretien. Il y a quelques temps, j'ai mis en place une cagnotte Vendée-Up. Cette cagnotte a pour but d'aménager le camion, afin que l'on soit dans un endroit convivial et chaleureux. Vous pouvez retrouver l'avancement de mon projet sur ma page Facebook et Instagram. À bientôt! Marion et son projet donc de roulotte herbrettaise que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la rubrique La Matinale, mais également sur le site de Vendée-Up qui est la plateforme de crowdfunding, de financement participatif en bon français, local 100% Vendée. C'est l'heure de l'extrait du jour. Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui à la télé ? Eh bien, nous pouvons partir notamment du côté du Poiret-sur-Vie pour aller à la rencontre d'un passionné de patrimoine et de maquettes en allumettes. Et c'est là que Grégoire de Châtillon entre en jeu. C'est assez bluffant, vous allez voir. Grégoire qui, dans Les Passionnés, est donc allé à la rencontre de ce fan de maquettes en allumettes. Regardez. Voilà, c'est le musée. Le musée personnel. Oui, c'est les maquettes en allumettes qui sont là. Alors certains reconnaîtront ici un monument vendéen. Oui, c'est là, oui, la chaboterie. C'est déjà, j'ai passé 4 ans pour le faire. Le logis de la chaboterie. Le logis de la chaboterie, oui. C'était déjà une belle maquette, hein. C'est vraiment important. Vous avez fait honneur aussi à votre commune du Poiret-sur-Vie avec la réalisation de ce château et puis de l'église aussi de la commune. Voilà, le château de la Métairie qui est reproduit aussi en maquette, qui m'a passé aussi 4 ans pour le faire. Et puis l'église qu'on a vue de l'autre côté là-bas. Et puis ensuite, la dernière maquette, là, c'est le château de Chambord. Impressionnant. Après, celui-là, il terminé en 2021. Terminé en 2021, voilà. Il est juste terminé. Alors, on l'a pas beaucoup... je ne l'ai pas exposé. Maintenant, on vient le voir ici. Et il paraît même qu'il y a une sacrée tour Eiffel à découvrir également dans l'émission. Les Passionnés avec Grégoire de Châtillon et donc aujourd'hui Michel Favroux. Eh bien, c'est notamment à midi pour le voir en direct sur les différents écrans de TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure du rappel des titres avec ce tribunal citoyen en plein centre de Luçon. C'était samedi matin sur une initiative de l'ADSP, l'Association de défense des services publics, une nouvelle manière de faire parler de son combat depuis plusieurs mois maintenant pour l'accès aux soins pour tous, avec notamment le maintien des urgences et du SMUR de Luçon de façon pérenne. Quelques images de football également avec le 7e tour de la Coupe de France. C'était ce week-end. Image ici de La Roche-Esso qui s'est incliné face au Mans. Même sentence pour Luçon face à Laval. En revanche, l'aventure continue pour les Herbiers et La Roche VF. Du VTT trial, ça ce sera dans 5 jours au vent d'espace. Finale de la Coupe de France de la discipline. 150 athlètes réunis sur un parcours d'obstacles à franchir en un minimum de temps. Et puis
puis le musée d'art contemporain des Sables d'Olonne qui vous propose Obsolescence déprogrammée, une expo où numérique et peinture s'unissent au lieu de diviser, à voir jusqu'à mi-janvier 2022. 8h55 sur TV Vendée, on passe très rapidement au jeu. Et donc ce jeu de la matinale, la question, elle nous emmène au cinéma cette semaine, du côté des Herbiers notamment. On y a passé du temps ce matin aux Herbiers. Quel est le nom du futur nouveau cinéma des Herbiers ? Voilà, un complexe qui doit ouvrir dans quelques semaines avant la fin de l'année normalement. Il porte un nom, comment s'appelle-t-il ? Premier indice, premier coup de pioche en janvier 2020. Premier coup de pioche en janvier 2020. À la clé cette semaine, des histoires, puisque c'est le festival Contes et Musique et Perluette qui est partenaire du jeu. 2 gagnants parmi vous qui repartiront chacun avec 2 entrées pour le festival, avec le spectacle notamment du dimanche 28 novembre d'Évric Bouvron, Le thé sur la banquise. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Et oui, déjà. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est à 12h30 avec Alexia Janet. Quant à nous, on va se retrouver demain matin, dès 7h, évidemment, de bonne humeur, j'espère bien, pour un nouveau début de journée ensemble. Très bon lundi à vous tous sous le soleil. N'oubliez pas, gardez le pull quand même à portée de main et à demain.